Voilà, je pense que quand on rentre, moi j'ai changé de dimension, j'étais encore au lycée. Les profs me voyaient déjà différemment, enfin me voyaient plus pareil. Je suis rentrée, ils voulaient tous voir ma médaille. Donc, c'était vraiment bizarre. J'avais plus envie de continuer. J'ai dit à mes proches que je voulais arrêter de nager, donc c'était très difficile. On était à la chambre d'appel et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit mais j'ai même pas peur quoi. J'ai même pas peur. Je suis en finale au jeu. Et comme quoi, voilà, des fois, le fait de parler, de se confier, de libérer beaucoup de choses, ça fait du bien, du point de vue sportif et d'un point de vue personnel aussi. Bonjour à tous, ici Renan Bronchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Bonjour Charlotte, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà, bon anniversaire en retard. Je t'ai Oui, pas dit, c'était il y a un peu moins d'1 semaine. Ouais, c'est ça. Ouais, merci beaucoup. Je vais te présenter rapidement, si tu es d'accord, sans tout dévoiler. Et puis, on commencera notre discussion ensuite ensemble. Ça marche. Alors Charlotte, tu es déjà la première Française championne d'Europe sur 200 mètres nage libre. Et avec toutes les grandes nageuses qu'il y a eu avant toi en France, ça c'est déjà très fort. Mais c'est pas fini, donc 4 fois championne d'Europe, 2 fois médaillée au championnat du monde. Tu montes également sur le podium à Londres, sur le 4 fois 200 mètres nage libre. Et tu es, j'y ai pas cru au nombre quand je l'ai vu, 48 fois championne de France. Alors tu es originaire de Enghien-les-Bains. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le détail de ton parcours, tes premiers battements dans l'eau vers 4 ans, je crois, tu me diras pourquoi si tôt. Est-ce que c'est dans le lac d'Enghien que ça commence ou c'est ailleurs? Non, du tout. Déjà, pour le palmarès, c'est parfait. C'est pas mal. Et pour la petite anecdote, moi non plus, je savais pas que j'avais 48 titres au championnat de France parce que, à vrai dire, je les compte pas vraiment. Comme en fait, je suis assez perfectionniste en règle générale. Je vise toujours plus haut par rapport voilà, à ce que j'aime atteindre, à mon objectif principal. Donc pour moi, voilà, sans dévaloriser les championnats de France, ça n'a jamais été les championnats de France mon objectif. Donc il y a des championnats où j'ai nagé beaucoup, des fois un peu moins. Donc ouais, j'ai accumulé pas mal de médailles et elles sont toutes chez mes parents, donc je les ai jamais comptées. Et j'ai vu ça récemment aussi sur les réseaux, donc ça m'a surpris. Ouais, t'as arrêté à combien? À 10, t'as arrêté? Non, mais voyez, forcément, au début, on est super content. Enfin, encore aujourd'hui, hein, quand on est champion de France, voilà, c'est quand même sympa. Mais c'est moins l'objectif que quand on est gamin et qu'on commence. Et voilà, comme je disais, on vise toujours plus haut. Pour nous, le plus important, ça reste après les championnats d'Europe, les championnats du monde, etc. Donc voilà. Après, c'est toujours bien d'être champion de France et il faut pas dénigrer non plus. Mais voilà, c'est pas le plus important aujourd'hui en tout cas.
Ouais, complètement. Et du coup, tu m'as dit c'est pas donc t'as commencé à 4 ans, je pense que j'ai le bon chiffre, mais c'est pas dans le lac d'Anguin du coup que t'as commencé. Non, ça C'est s'est où que pas t'as fait loin. commencé Alors en fait, mes parents, pour la petite histoire, mes parents sont maîtres nageurs. Donc ils m'ont mis dans l'eau super tôt, j'avais 6 mois et ils m'ont appris à nager. Bah voilà, j'ai tout de suite aimé ça, mais ils m'ont appris les bases. Vers 3, en fait, c'est entre 3 ans et demi et 4 ans que j'ai su nager vraiment sans brassard, sans bouée, sans rien. Et ça s'est fait dans une toute petite piscine quand je vivais à côté de d'Anguin-les-Bains. J'ai pas mal, enfin mes parents ont pas mal déménagé en région parisienne, donc je sais pas exactement où. Mais voilà, c'était vraiment une toute petite piscine de 25 mètres où j'ai commencé par de la brasse d'ailleurs. Et j'ai eu mon premier diplôme de 25 mètres en brasse, sans m'arrêter, sans toucher le mur, tout ça. Je l'ai encore chez mes parents. Ouais. C'est toujours ta nage préférée ou pas du tout? La brasse? Non, non, enfin, j'ai commencé par la brasse, après, enfin, j'ai continué un petit peu, j'ai fait bah, forcément les 4 nages en continuant et en m'entraînant bien plus sérieusement après en grandissant. Mais là, aujourd'hui, je me spécialise sur du crawl depuis quelques années maintenant, mais on va dire que je préfère le crawl en règle générale. Ok. Et alors, j'ai lu plutôt, qu'ils étaient aussi tes parents adeptes de water polo. Mhm. C'est pas ce sport qui t'a attiré au départ et est-ce que la natation d'ailleurs ça a été ton premier sport ou tu t'es testé à d'autres disciplines? Oui, c'est vrai. Donc mes parents étaient en équipe de France de water-polo. Mon père était vraiment en équipe de France, était vraiment bon. Il était gardien. Il était en Coupe Ok. d'Europe, tout ça, donc un très très bon niveau. Ouais, le water-polo, ça m'a toujours branché. Et puis quelque part, mes parents me poussaient un petit peu, enfin, me disaient ouais, tiens, prends le ballon, tout ça. Enfin, c'était voilà un petit peu. Je pense comme tous les parents qui font du sport ou qui font de la musique, voilà, ils aiment bien alors que leurs enfants touchent un petit peu à ce milieu. Bah, moi, c'était ça. Et quand on partait en vacances l'été, c'est vrai qu'on avait toujours un ballon water polo dans le coffre, toujours. Et quand on allait dans les lacs, on allait en mer, tout ça, on avait toujours un ballon water polo. C'était assez marrant. Mais non, c'est pas ce qui m'a attiré vraiment le plus, même si je pense qu'un sport co m'aurait beaucoup plu pour pratiquer à haut niveau. Mais c'est vers la natation que je me suis tournée. Ok. Peut-être plus tard, hein. On sait pas. Oui, Qui bon, sait? j'ai déjà 26 ans, donc je sais pas si j'aurai une carrière de poloiste plus tard, mais en tout cas, ouais, c'est un sport que, alors c'est très physique, je pense que c'est pour ça aussi que j'avais du mal. Moi, je suis pas très, enfin voilà, le contact, être un petit peu violent, tout ça, ça me plaisait un petit peu moins, donc c'est peut-être ça aussi qui m'a freiné. Je sais pas. Ok. Alors je voudrais aller directement en 2009. T'as 14 ans, tu participes à la Coupe des Confédérations méditerranéennes de natation et tu gagnes 8 médailles sur 8 courses où t'étais engagé. Alors en 2011, après première participation au championnat d'Europe et du monde, en 2012 médaille de bronze donc à Londres au JO. C'est allé hyper vite tout ça. Est-ce que tu doutais de rien à l'époque? Est-ce que t'avais une pression? Comment tu te sentais à ce moment-là quand tu participais à ces grandes compétitions? Oui, c'est marrant que tu dises ça parce que j'avais pas du tout le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Je pense que c'est lié à mon âge. Voilà, quand tu as 14-15 ans, tu fais les choses bien plus naturellement. Tu te poses moins de questions. Tu vas un peu plus. Voilà, tu te dis ah si je nageais vite, ça serait cool. Ah je nageais vite, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment, c'est vraiment pas le même état d'esprit qu'aujourd'hui où après tu as plein de facteurs qui rentrent en compte, mais aujourd'hui voilà, tu as l'attente aussi des journalistes, des gens qui t'entourent, des sponsors, des médias. C'est vraiment différent. Donc voilà, ouais, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup moins cette attente-là. Euh, et oui, en fait, alors entre 2009 et 2011, quand tu l'as décrit, j'ai eu un changement de club et d'entraîneur parce que jusqu'en 2010, je me suis entraînée à Brest avec mon Ok. premier entraîneur Morgane Dufour. C'est lui qui m'a amené à un très très bon niveau junior parce que j'ai été, bah, comme tu disais, à la Comène, même à la Foge après, où j'ai remporté des médailles. Et ensuite, pour commencer, enfin pour faire mes 3 années de lycée, j'ai voulu rejoindre le club de Nice avec mon entraîneur Fabrice Pellerin, mon entraîneur actuel. Donc ça fait 10 ans que je m'entraîne avec lui et c'est lui qui m'a vraiment fait franchir le cap du passer du niveau junior au niveau senior et ça a tout de suite marché parce que dès la première année, avec lui, j'ai intégré ma première équipe de France senior, donc en 2011 justement, championnat du monde de Shanghai. Et après, chaque année, en fait, l'année d'après, les Jeux Olympiques, tout ça, donc c'est allé super vite. Et c'est quand le cap, justement, est-ce que t'as pas eu tu vois,
J'ai eu sur le podcast Mathilde Gros où elle, pareil, il y a eu une médiatisation énorme parce que dès le début, quand elle était jeune, elle a gagné beaucoup sur le vélo. Est-ce que t'as pas eu une médiatisation? C'est quand le passage où justement tu réfléchis autrement et tu commences à te dire ah ouais, ça a de l'importance, ça a un impact ce que je fais. C'est quand tu vois le déclic. Bah après les Jeux, je pense, après les Jeux de Londres, parce que Ouais. pas beaucoup de personnes avaient mis une pièce sur le fait on aurait pu rapporter une médaille au relais. Nous, on y croyait, enfin, on avait forcément beaucoup envie, mais on s'était dit ça allait quand même être difficile parce que voilà, il y a toujours des grosses nations devant. Et mais en fait, voilà, enfin, tous les éléments réunis, on va dire les planètes alignées le bon jour, ça fait que ça marche aussi avec une grosse équipe, une équipe soudée. Donc, je pense que c'est à l'issue des Jeux Olympiques quand on rentre. Déjà, c'était des Jeux Olympiques quand même au niveau français qui ont été très très bien réussis à Londres. Et en fait, voilà, je pense que quand on rentre, moi j'ai changé de dimension, j'étais encore au lycée. Les profs me voyaient déjà différemment, enfin me voyaient plus pareil. Je suis rentrée, ils voulaient tous voir ma médaille. Donc, c'était vraiment bizarre. Et j'ai vécu une autre, ouais, dans une autre dimension à partir de ce moment-là. C'était beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus médiatisé sur ma vie, ce que je faisais en dehors. Les gens voulaient savoir. Enfin voilà, enfin, c'était vraiment pas pareil. Ça t'a dérangé justement au début ça, cette surmédiatisation de que les gens veulent savoir parce que c'est un peu ça maintenant. Beaucoup de sportifs, on le voit en plus avec l'essor des réseaux sociaux, il y a tout le monde qui a envie de connaître la vie aussi des personnes qui se surpassent, qui Mm. sont inspirantes quoi. Et est-ce que ça t'a dérangé au début ce truc-là d'avoir tous les yeux rivés sur toi? Est-ce que tu te disais pas, moi c'est ce que je me dirais, tu vois, si y avait tout le monde qui me regarderait d'un seul coup, je me dirais mais il faut pas que il faut pas que je fasse un pas de travers parce que sinon tout le monde va me regarder, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, ça m'a pas dérangé au début parce que j'avais quand même pas mal de gens bienveillants. C'était voilà, des gens qui voulaient, bah, notamment voilà, me voir ma médaille ou savoir comment ça s'était passé au jeu. Et puis je restais jeune, je vivais encore chez mes parents à l'époque, donc enfin voilà, ça permet aussi de garder les pieds sur terre, d'être, enfin voilà, être bien entouré. C'est comme toujours, ça sert et c'est forcément hyper important. Mais ça s'est un petit peu dégradé, on va dire. En 2014, quand bah déjà après les Jeux de Londres, beaucoup de nageurs de l'équipe de France ont arrêté leur carrière. Donc et encore plus après en 2013, voilà, il y a eu vraiment 2013-2014 un gros changement et on m'a un peu mis sur le devant de la scène comme ça, euh, lié aussi au décès de Camille aussi. Voilà, je pense que tout était lié et en fait à ce moment-là, ouais, c'était vraiment beaucoup d'attentes sur moi, comme quoi je reprendrais le flambeau, que ce serait moi voilà le futur leader, tout ça. Enfin, ça là à partir de ce moment-là, je l'ai très mal vécu. Ouais. Ouais, c'est là où, bah alors, t'as toujours eu plein de titres. C'est pour ça que t'en as 48 d'ailleurs. En France, ça a pas arrêté sur le niveau national, mais sur international, c'est vrai qu'il y a eu un petit, un trou jusqu'en 2017-2018. Et là, t'as été boum, 4 fois championne d'Europe en 2 ans. C'est quoi le changement en 2017-2018 selon toi qui t'a permis de revenir au top au niveau international? Est-ce que c'est juste d'avoir laisser le temps au temps quoi justement avec de laisser toute cette pression retomber, tu l'évoquais le décès de Camille, la surmédiatisation ou c'est autre chose, t'as vraiment pris le taureau par les cornes on va dire, et qu'est-ce qui t'a fait ce déclenchement et que tu deviennes 4 fois championne d'Europe en 2 ans en 2017-2018 quoi. Bah, il y a beaucoup de choses là déjà, comme je te disais, après 2013, déjà jusqu'en 2013, les médailles que j'avais eues internationales étaient en relais, donc surtout aux 4 fois 200 nage libre avec les filles. À partir de 2014, donc déjà on fait pas de médaille au championnat d'Europe en 2014. Ensuite 2015, donc une année très difficile justement avec le décès de Camille, tout ça. Enfin, ça a été une année compliquée. Et les Jeux de 2016, donc je me qualifie aux Jeux de Rio en 2016, mais ça se passe pas forcément comme je l'attendais au niveau chronométrique. Forcément, après, je remporte pas de médaille, donc très déçue. Et là, à partir de ce moment-là, ouais, j'ai eu un gros coup au moral, une sorte de dépression où j'avais plus envie de continuer. J'ai dit à mes proches que je voulais arrêter de nager, donc c'était très difficile. Et j'ai entamé euh, un suivi psychologique avec ma psy qui me suit encore aujourd'hui. Elle s'appelle Myriam Salmi, c'est la psy de pas mal de sportifs aussi de haut niveau.
Et en fait, grâce à elle, vraiment, alors après, il y a mon entourage, mes proches, mon entraîneur, tout ça, mais vraiment, je veux mettre l'accent sur ça parce que vraiment, grâce à elle, j'ai pu remonter la pente. Et ça a mis, ouais, 1 an et demi. Donc l'année 2017, je reviens un petit peu à flot, je fais mon meilleur temps sur 200. Enfin, je reviens un petit peu dans le game, comme on dit. Je reviens un petit peu dans le truc. Et après 2018, grosse année où vraiment là, je passe une année, pour l'instant, la meilleure année de ma carrière. Donc, je dirais que ouais, du point de vue psychologique, c'est ça qui m'a le plus servi. Et c'est comme je l'ai dit même dans la presse, je pense qu'elle m'a sauvé ma vie, ma carrière, parce que j'étais vraiment pas bien. Et comme quoi, voilà, des fois, le fait de parler, de se confier, de libérer beaucoup de choses, ça fait du bien, du point de vue sportif et d'un point de vue personnel aussi. Ouais, c'est sûr. J'en parlais. Alors, j'ai pas eu Myriam Selmi sur le podcast, mais avec Anaëlle Malherbe, qui est préparatrice mentale à l'INSEP. Et c'est vrai que c'est un pouvoir. Et depuis peu, j'ai l'impression, maintenant, ils mettent de plus en plus l'accent dessus à l'INSEP, justement sur la préparation mentale, sur des choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que ça a un impact énorme. Et justement, avec Myriam Selmi, alors pour le rappeler, ouais, beaucoup de coachs, les auditeurs, ils doivent sûrement savoir aussi, parce qu'on l'a connue aussi beaucoup pour ça, Myriam Selmi, je trouve, sur sur le plan médiatique, avec parce qu'elle a été coach aussi de Teddy Riner. Ouais, bien sûr, ouais. Et toi, ça t'aide concrètement, pour aller un peu plus dans le détail, sauf si tu veux pas en parler, mais concrètement, ta préparation mentale, c'est niveau psychologique, qu'est-ce que c'est? Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire qui va te permettre justement de te sentir mieux, de te mettre dans ta bulle, je sais pas, mais concrètement, c'est quoi pour toi la préparation mentale et en quoi ça peut t'aider? Ben, dans les grandes lignes, c'était au début un travail vraiment sur moi, sur ma vie privée, le fait que d'avoir traversé voilà, le décès de ma meilleure amie, d'avoir eu tout ça à gérer et puis d'avoir continué à nager après alors que j'allais pas bien, clairement. Donc ça a été voilà, enfin je me je me le cachais en fait et puis je continuais à nager, à m'entraîner alors que j'avais pas du tout la tête à ça. Donc il a fallu gérer en fait cette grosse partie du travail en fait parce que ça a été très très long à travailler, à digérer, parce que bah, forcément, même encore aujourd'hui, des fois on en reparle, hein, c'est beaucoup moins axé sur ça, mais voilà, le plus gros du travail au début, ça a été ça. Et puis après, ça glisse sur bah, l'approche des compétitions, le stress qu'on peut avoir, les attentes, comme je disais au tout début, euh, le stress derrière le plot, parce que quand tu es tout seul, le stress que tu peux te mettre à toi-même, et puis la façon de gérer les compétitions, même les entraînements. Donc voilà, ça glisse en fait après sur le côté sportif, mais vraiment le gros du travail que j'ai pu faire avec elle, c'était d'un point de vue personnel et j'avais besoin avant tout de parler d'un suivi psychologique plutôt que de performance sportive en fait. J'avais vraiment besoin de ça à la base. Donc pour revenir à ce que tu disais, ouais, ce qui a changé entre 2014 et 2017-2018, c'est ça, c'est le temps voilà de changer des choses aussi à l'entraînement parce que je l'avais travaillé du point de vue psychologique et puis de travailler sur des choses mentalement ça fait ressurgir aussi plein de choses des fois dans l'enfance, des fois des choses qu'on a un petit peu mises de côté. Donc ouais, tout ça a mis du temps, ça a mis trois bonnes années, mais après ouais, c'est ça rend les choses encore plus belles justement. Et concrètement, en fait, ça te permet je m'imagine ça quand tu me le racontes, mais de te vider ton cerveau quand tu vas être à l'entraînement, quand tu vas être en compétition. C'est un peu ça, en fait, c'est d'être uniquement focus sur ce qui est important au moment sportif, quoi. C'est Ouais, ça? c'est ça. Il y a plein de clés. Après, ça serait trop, genre, sans rentrer dans les détails, trop compliqué parce que bah voilà, on passe des heures et des heures à en parler, donc difficile de te dire ça en condensé. Mais ouais, c'est à l'approche des compétitions, essayer de se focaliser sur ce qu'on a travaillé tout le long de l'année, à l'entraînement, que la course elle dure que quelques minutes ou quelques secondes comparé à des heures et des heures d'entraînement. Donc voilà, essayer de vraiment focus sur le moment présent et puis de profiter parce qu'avant tout voilà c'est un sport, c'est très dur, c'est notre métier mais c'est quand même une passion, quelque chose qu'on aime donc voilà. Ouais, tu le fais parce que t'aimes ça aussi, ouais, ouais, complètement. J'ai vu, alors tu m'en as pas parlé là, mais tu vas me dire aussi, et je sais pas si t'en fais toujours, mais j'ai vu que t'avais fait du taekwondo avec Michael Meloul. Ouais. C'est marrant parce que c'est pas du tout, ça doit être atypique, on doit souvent te poser la question, j'imagine, mais c'est assez atypique parce que c'est pas du tout. Alors tu vas peut-être me dire le contraire, hein, tu vas peut-être me dire si, ça se rapproche complètement sur plein de côtés de la natation, mais pour moi ça se rapproche pas de la natation sur le côté là. Est-ce que tu continues d'ailleurs et qu'est-ce que ça t'a apporté d'en faire? Alors non, j'ai arrêté l'année dernière. On en a fait Ok. pendant 2 ans, donc l'année 2018 et l'année 2019.
Et en fait, ouais, ça m'a beaucoup apporté déjà. Donc Mickaël Melo, c'est un champion du monde. Vraiment, c'est une personne extraordinaire. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, qui nous a permis aussi de. C'était un exutoire en fait. Ce taekwondo, c'était une fois par semaine à la place d'un entraînement dans l'eau, et ça a fait beaucoup de bien. Je dirais aussi du point de vue mental, parce que de mine de rien, de frapper dans un sac ou de voilà d'avoir ce côté adversité qu'on a quand même moins dans la natation. C'est pas quelque chose où même si on va le ressentir un petit peu en chambre d'appel, c'est pas vraiment, c'est pas un combat quoi. C'est pas voilà, c'est pas un sport de combat. Donc là, de fait de faire ça, c'était vraiment c'était un bel exercice, c'était une belle expérience. Et on découvre pas mal de choses sur soi-même, notamment voilà, apprendre à regarder un adversaire dans les yeux, à être agressif, avoir un côté un peu méchant de temps en temps, que en fait on n'a pas forcément, parce que enfin dans la natation, c'est encore une fois, c'est pas ce côté-là qui va primer pour gagner. Donc ouais, non, c'était vraiment super. On en a fait pendant 2 ans, et puis on a mis de côté l'année dernière pour se concentrer, vu que c'était normalement l'année des Jeux. Et puis on n'a pas repris, parce que c'est vrai qu'après ça, il y a des petits risques de blessures à la fin. On commençait à faire des mouvements où des fois on s'enflammait un peu, donc des fois on pouvait se faire mal. Donc on a dit bon, on va mettre de côté et on verra plus tard. Ok. Et justement, maintenant, quand tu rentres sur la piscine, tu regardes tes adversaires autrement. Tu les regardes avec la même adversité que tu regardais tes adversaires en taekwondo. Non, heureusement pas, parce qu'ils nous avaient appris vraiment à être méchants. Des fois, je disais mais moi je suis pas comme ça. Je veux pas être comme ça. Je veux pas être méchante. À apprendre, même des fois à apprendre à crier ou à vraiment à se libérer, en fait. C'est très bizarre, et c'est un exercice super difficile à faire au début. Mais non, c'est juste ça m'a fait beaucoup de bien aussi, pour extérioriser certaines choses, voilà, de fait de frapper. C'est vrai que en natation, c'est quand même des gestes voilà, en douceur, avec beaucoup de technique, beaucoup de fluidité, et là c'était un peu plus agressif, donc ça nous a fait du bien. Ouais, c'est un exutoire, quoi, en quelque sorte. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est top. Alors j'ai parlé pas mal sur le podcast, je passe du coq à l'âne complètement, mais j'ai parlé pas mal de relais sur piste d'athlétisme avec deux anciens dans l'athlétisme, Ronald Pognon et Muriel Urtis, Mhm. qui sont d'ailleurs pas encore diffusés. Il y a un vrai travail de passage de témoin dans ce sport, tu vois, d'être dans la même course que celui qui arrive et que celui à qui tu vas donner le relais. Et j'imagine qu'en natation, ça doit être complètement différent. Alors je me suis dit sûrement bêtement qu'il y a pas besoin finalement de s'entraîner ensemble sur le 4 fois 200 mètres nage libre par exemple, parce qu'il n'y a pas de passage de relais. Mais tu vas peut-être me dire le contraire. Comment ça se passe? Est-ce que ça se travaille vraiment ensemble, ou il n'y a pas besoin? On a besoin de travailler séparément, et 2 jours avant la compétition on fait quelques entraînements, et puis ça se fait comme ça, ou? Alors un peu des deux. Je dirais que voilà, l'année c'est valable pour les relais encore aujourd'hui en équipe de France. C'est vrai que on est chacun de notre côté dans notre club toute l'année. On se voit pas forcément, mis à part sur des compétitions, et sur les compétitions des meetings internationaux, il y a pas forcément, il y a même quasi pas de relais. Donc c'est que de la course individuelle. Mais quand on est en équipe de France, on a un stage avant les Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe, qui dure à peu près 10 jours, 2 semaines avant l'échéance principale. Et là, c'est vrai que c'est important de travailler les prises de relais, comme ça s'appelle, et aussi ouais, une cohésion. On va pas tous. Il y a eu vraiment des relais, c'est vraiment différent. Moi, le relais 4x2, là, on a fait les médailles à Londres et à Barcelone au championnat du monde l'année d'après. On était vraiment copines dans la vraie vie. Enfin, c'est encore le cas aujourd'hui. Vraiment, on s'appelle souvent, on s'écrit. Enfin, on était vraiment potes. Mais il peut y avoir des relais aussi où tu partirais pas forcément en vacances avec ces gens-là. T'es pas obligé c'est pas l'amour fou forcément, mais pour le sport, pour la médaille, tout ça, il y a beaucoup de fair play, il y a beaucoup de respect et de travail ensemble. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Voilà, on n'est pas forcément hyper amis, que ce soit avec des garçons ou avec des filles. Mais pour les relais, on est hyper soudés, hyper forts, et ça se travaille justement dans les compétitions, dans les stages avant, où on travaille cette cohésion, ces prises de relais, bien s'entendre, mettre de côté les problèmes qu'on peut avoir, ou les différends entre chacun, et travailler ensemble. Ok. Ouais, donc en fait, ce que tu me dis, c'est que en compétition, les résultats qu'il y a, ça joue vraiment le fait d'avoir cette complicité, pardon. Ouais. Ouais, il y a vraiment un rôle, quoi. Et quand tu pars, je me suis toujours demandé aussi, pareil, dans le relais, c'est hyper technique ce que je vais te demander, mais
euh, tu sais, tu dois attendre que la personne touche avant le mur Mhm. pour que tu partes. Justement, comment ça se fait? Est-ce que justement dans la complicité, tu sais que comme tu connais très bien la personne, tu sais qu'elle va toucher à ce moment-là et t'y vas et tu regardes pas, ou t'as vraiment à quel moment tu dois partir parce que ça joue au centième de seconde des fois des résultats à un podium. Bah justement, c'est là d'où l'importance de le travailler, c'est-à-dire que à l'avance, donc par exemple, je vais te parler du 4x100 féminin qui a été champion d'Europe. À l'avance, on savait plus ou moins l'ordre, peut-être à une ou deux filles près qu'on pouvait bouger comme ça, mais on savait plus ou moins l'ordre qui partait première, deuxième, troisième, quatrième, et on a travaillé sur ça, c'est-à-dire que il y a une fille qui nage bras tendus, tu vas pas anticiper de la même façon quand elle va arriver sur le mur en bras tendus qu'une fille qui arrive en bras pliés avec beaucoup de fréquence, par exemple. Enfin voilà, c'est très technique ce que je te dis, mais Non, non, mais oui, c'est intéressant. mais voilà, c'est donc du coup le fait de savoir ça avant les championnats d'Europe à Glasgow, on a travaillé ensemble les quatre filles, enfin même les six parce qu'il y en avait deux en plus de remplaçantes le matin. Et on a travaillé sur ça justement pour savoir ben, si telle fille, euh, moi je pars avant ou après telle fille, ben voilà comment s'adapter. En fait, c'est un peu de l'adaptation sur l'autre nageur, quoi. Donc après il y a du feeling aussi où le jour J, ben voilà, t'es dans le truc, tu anticipes comme tu peux aussi. Mais tu vois la personne arriver, tu t'es pas à l'aveugle, t'as pas les yeux bandés et tu vas comme ça. Non, non, faut quand même le voir et le travailler, ouais. C'est important. Ok. Il y a souvent des erreurs, d'ailleurs. Tu vois, il y a souvent comment on appelle ça, pas des annulations, mais des Ah personnes qui oui, sont disqualifiées, voilà. ouais, des départs anticipés, ouais, bah ça arrive. Alors nous, je pense pas, non, nous ça nous est pas arrivé, je pense pas. Mais à l'inverse, on peut perdre du temps et avoir un départ très très lent ou bien plus Ouais. lent que les adversaires. Et là, c'est embêtant parce que on perd du temps sur une prise de relais, sur un changement. Donc comme en athlétisme aussi, je pense. Donc chaque centième de seconde, comme tu disais, est bon à prendre et on a gagné à très peu de centièmes de seconde justement à Glasgow. Donc ça veut dire qu'on avait bien bossé. Ouais, complètement. Alors, tu vois, je regarde à la télé, moi, les courses de natation. Je suis pas dans l'eau comme toi. Et et je me dis, on peut se dire facilement, bah, les athlètes se sont entraînés à fond. Ils se disent rien dans leur tête avant de partir. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, toi, justement, peut-être que, en fait, c'est complètement faux ce que je me dis, parce que j'imagine que tu dois te dire des choses. Euh, genre c'est une question que j'aime bien poser, 5-10 minutes, ou même 10 secondes avant de te lancer, de plonger dans l'eau, qu'est-ce que tu te dis dans ta Mais tête? ça, je peux pas te dire, parce que si j'ai des concurrents, si j'ai des concurrents qui écoutent, après, ça pose tout, là. Je comprends. Non, mais sans rentrer dans les détails, quelques minutes avant ou même quelques heures avant, je suis assez dans ma bulle, j'écoute un peu de musique, puis je repense en fait à tout le travail que j'ai pu faire avec ma psy, avec mon entraîneur aussi. Voilà, c'est synthétiser tout ça et puis à la fois lâcher prise quand je suis dans ma chambre d'hôtel, par exemple, entre les séries et les finales, à regarder un film, à lire un bouquin pour vraiment penser à autre chose. Et puis après, quand j'arrive à la piscine quelques heures avant ma course, voilà, de me concentrer vraiment sur ma course qui va arriver dans quelques heures. Et voilà, mais après, non, je te dis pas tous mes secrets. Non, 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 bien sûr, bien sûr. T'es un peu, et pour savoir, t'es un peu comme plutôt un Nadal, c'est-à-dire qu'il va vouloir, pour se mettre dans sa bulle, vraiment des tips, des trucs hyper préparés, ou t'arrives à te mettre dans ta bulle, même s'il y a pas ta bouteille d'eau qui est posée Ah, à l'endroit précis. ça s'appelle de la superstition un peu ça, non? Ouais. Ouais, lui, il est Euh, entre les deux, ouais. Ouais, non, je suis pas trop alors, comme Nadal. Non, non, je suis pas. Faut que j'ai mon café à telle heure, ma bouteille d'eau, mon truc. Non, non, parce que. Mais je pense que ça a du bon, mais ça a aussi du mauvais d'être comme ça, parce que ça veut dire que s'il y a pas le truc quand il faut, ça perturbe. Et moi, je veux pas être dépendante de ça. Je veux pouvoir m'adapter sur des situations où, encore plus là aujourd'hui avec ce qu'on traverse, avec le Covid, tout ça. Voilà, c'est savoir s'adapter à tout. Maintenant, il y a le masque, tout ça, donc. Qui avaient l'habitude de travailler d'une certaine façon, ça a dû encore plus les chambouler. Mais non, j'essaye de, voilà, j'ai mes trucs, j'ai, comme je te dis, ma musique. Il y a des musiques que j'aime beaucoup écouter pour me Ouais. motiver avant, plus que d'autres. Et puis, mais voilà, mais pas aller jusqu'à la superstition. Ouais, ouais, complètement. Tu parles de masque, c'est-à-dire le masque, parce que vous devez, pendant les compétitions maintenant, vous devez porter le masque avant de rentrer sur jusqu'à quel moment? Comment ça se passe? Bah là, ouais, bah depuis qu'on a repris les compétitions, bah justement avec le masque obligatoire. On doit le porter sur le bord du bassin, on doit le porter en chambre d'appel, jusqu'à vraiment derrière le plot, hop, chacun est derrière son plot, tu peux l'enlever, quoi. C'est limite ça, quoi.
Ah ouais, au dernier Donc moment, quoi. Ok. ouais, donc ouais, c'est assez contraignant, bah, surtout ouais, au niveau respiratoire, parce que quand on fait du pur sprint ou des courses très courtes, on a quand même besoin de bien s'oxygéner avant la course. Et je sais que ouais, il y en a certains qui m'ont dit qu'ils font du 50 mètres, par exemple. C'est un peu embêtant parce qu'on a besoin de faire des longues respirations, de bien sentir et d'avoir le masque sur le nez et sur la bouche, c'est quand même pas pratique. Ouais, complètement. Puis j'imagine, moi, même les mecs qui font, bon, c'est pas comme l'apnée, mais t'as besoin d'élargir ta Ouais, cage voilà, thoracique, des trucs exactement. comme ça. Exactement. Ouais. Et je me dis une chose un peu bête que moi je me poserais avant de plonger dans l'eau, mais tu te dis pas des fois, oh là là, elle va être froide, j'appréhende trop. Alors ça, c'est à l'entraînement, ça, c'est pas en compète. Parce qu'en compète, t'es Ouais, vraiment dans ok. ton truc. Si tu penses à l'eau qui est froide, je pense que t'es pas vraiment dans le mode guerrière, je vais tout défoncer, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. je pense que t'as pas l'esprit t'es pas bien, t'es pas dans le bon mood. Mais par contre, à l'entraînement, bah, pas plus tard que ce matin, c'est vrai que les réveils sont durs et quand il fait chaud sous la couette et qu'une heure après t'es dans l'eau, c'est difficile. Ouais. Euh, avant d'aborder des questions plus rapides, tu penses à ton après-carrière déjà, ce que t'aimerais faire? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vraiment t'aspirerais, tu vois, à faire ou pas trop Bah, pour le ça va moment? te faire rire, mais avant tout ça, j'ai envisagé d'ouvrir un restaurant, mais je vais peut-être revoir mes plans. Parce que Super idée en ce moment. c'est vrai que là, c'est un peu compliqué, mais j'aime beaucoup la cuisine. Après, c'est pas du niveau de Top Chef, hein, c'est vraiment de la cuisine basique, on va dire. Mais ouais, pourquoi pas. J'avais réfléchi d'ouvrir quelque chose, un bar ou un restaurant, ça me plairait beaucoup. J'ai pas mis l'idée complètement à la poubelle, mais c'est juste que voilà, je pense aussi qu'il faut prendre les opportunités comme elles viennent, avec bah, en fonction de quand j'arrêterai déjà, quand est-ce que je vais vraiment arrêter, à quel moment de ma vie je serai, est-ce que j'aurai envie, est-ce que j'aurai envie j'ai envie aussi de voyager en fait avant de me poser vraiment à travailler, avoir une vie de famille et tout, j'ai envie de profiter et de voyager. Donc voilà, tout ça réuni, est-ce que j'aurai envie des mêmes choses aujourd'hui plus tard que, enfin voilà, est-ce que j'aurais envie des mêmes choses plus tard que là, ce que je te parle aujourd'hui? C'est un peu comme quand t'es gamin, t'as envie de faire quoi? Ben, j'ai envie d'être policier ou pompier et en fait, tu finis kiné, donc ça n'a rien à voir. Bah, c'est un peu ça, donc ouais, je sais pas pour l'instant. Je te dis ça, mais aussi travailler sur ma reconversion, je le fais aussi beaucoup avec mon agent parce que penser un peu, voilà, j'aime bien transmettre aussi aux jeunes nageurs. J'ai fait des interventions dans des clubs, tout ça, ça me plaît beaucoup. Donc, euh, donc ouais, pas mal de choses comme ça. Pas entraîneur, mais rester dans le milieu de la natation pour transmettre l'expérience, tout ça, ça me plairait. Ouais, t'es pas du genre à dire bon bah quand j'ai fini ma carrière j'arrête tout parce qu'il y en a qui ont fait ça, qui ont arrêté. Alors j'ai pas les noms mais Oui, non, c'est euh, sûr. Bah après, ça dépend, hein, autant quand je vais arrêter, tu verras que je serai dégoûtée et que je reviendrai peut-être plus dans le milieu de la natation. Ça peut arriver. Ça dépend aussi, c'est ça que je te dis, quand je vais arrêter et ouais. de quelle façon je vais le faire. Il y en a qui arrêtent en étant vraiment dégoûtés, en ayant besoin d'un gros break et de peut-être revenir plusieurs années après dans le milieu ou pas du tout. J'ai des copines qui ont arrêté et avec qui je suis encore en contact et qui ne sont pas du tout revenues dans le milieu de la natation, même pour regarder une compète. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. Ouais, ouais, complètement. Oui, et puis comme tu dis, en fait, tu vas déjà profiter du temps que t'auras Voilà, c'est ça. pour faire des choses. Et on te propose déjà des choses d'ailleurs. Est-ce que parce que tu vois, il y a je pense en parlant avec Trésor Makunda, qui lui, pendant sa carrière, il fait partie des athlètes SNCF par exemple, ou est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui essayent de te demander, bah, vous voulez pas faire un mi-temps avec nous pour travailler? T'as déjà pas mal de demandes ou pour l'instant c'est quelque chose auquel tu veux pas du tout Ouais, penser? j'ai eu quelques demandes, bah, tu sais, un peu de conférences, on appelle ça, c'est-à-dire intervenir dans une entreprise. Ils aiment bien, en général, le monde de l'entreprise, ils aiment bien faire le parallèle entre le monde sportif et le monde dans l'entreprise. Bah, pareil, en fait, le stress qu'on peut avoir quand on a quelque chose à gérer, un gros projet, à l'approche, par exemple, de nous d'une compétition. Enfin, ils font beaucoup le parallèle et ils aiment bien qu'on intervienne là-dessus pour nous aussi, enfin, voir ce qu'on en pense et faire notre parallèle à nous. Et j'en ai fait deux, trois et ça m'a vraiment plu. Donc, j'ai mis un peu de côté là depuis 2 ans parce que j'avais envie aussi de me concentrer sur ce que je fais de mieux, nager pour l'instant, et puis faire ça pour plus tard. Mais ouais, ça m'arrive d'avoir des contacts, même dans des clubs, de parler à des jeunes, d'intervenir sur une ou deux séances, ou de les motiver, ou de leur parler de mon expérience, qu'une carrière de sportif, c'est
c'est pas linéaire, c'est des hauts, des bas, et des fois beaucoup plus de bas que de hauts, donc comment le gérer, etc. Et puis avec ce que j'ai traversé, je suis bien placée aussi pour tout type de questions là-dessus, donc ouais, non, ça me plaît. Ouais, complètement. Et puis, je suis complètement d'accord avec toi. Je fais un peu la promotion du podcast parce que j'ai enregistré un épisode. D'ailleurs, je t'invite à l'écouter avec John Dovey, qui est manager de l'équipe de France de boxe à l'INSEP, et il fait une grosse partie sur le rapport entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Il a complètement raison. Il y a plein de choses qui sont similaires, comme savoir s'entourer, savoir préparer un vrai projet. Il y a plein de choses qui sont similaires. Et je pense d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de sportifs de haut niveau après qui entreprennent des choses et qui l'entreprennent bien pour le Ouais. coup. Ouais. Ok, est-ce que tu es prête pour passer à la dernière partie? C'est des petites questions plus rapides, donc tu as 30 secondes max pour répondre. Mais 30 secondes, en fait, c'est long, mais tu as 30 secondes max pour répondre aux questions. Ok. Voilà, t'es prête? Ben, est-ce que j'ai le choix? Ah oui. Non. Ton plat préféré et ta musique préférée? Attends, pardon, tu peux répéter? Ton plat préféré et ta musique préférée? Mon plat préféré, alors c'est pas vraiment un plat, mais j'adore les frites. Donc je sais pas si ça compte, mais vraiment, quand il y a un restaurant, il y a des frites maison que j'adore. Euh, Sinon, bon, vraiment pour un plat, je vais dire risotto à la truffe. Ça, Pas c'est mal. un vrai plat. Et ma musique préférée, ça c'est difficile. Est-ce que je peux répondre chanteur plutôt ou c'est vraiment musique? Tu peux répondre chanteur si tu veux. Parce que je dirais chanteur, je dirais Rihanna, simplement parce que j'ai eu la chance d'assister à un concert privé à Monaco. On était que, je sais pas, 700, 800 personnes. Enfin, vraiment, c'était très, très, très petit, très, très restreint. Et c'était vraiment, c'était genre un dîner spectacle. Et c'était incroyable. Elle a mis le feu à tout Monaco. C'était juste grandiose. Donc, Incroyable. Ouais, surtout en privé, ça doit ah être ouais, non, incroyable, ouais. c'était vraiment incroyable. Donc ouais, un meilleur souvenir de concert en tout cas. Donc je dirais Rihanna. Ok. Tu préfères nager dans l'eau hyper froide ou nager avec des poids aux pieds? Oh. Bah, comme je m'en sors plutôt bien, je dirais avec des poids aux pieds. Faudrait pas que ce soit trop lourd non plus, parce que l'eau froide, ah non, c'est hyper hyper désagréable. Après, ça dépend ce que t'attends par froid, mais déjà de faire des fois un bain froid de récup à moins de 10 degrés, je tétanise, donc je pense que j'aurais vraiment du mal à nager dans de l'eau froide. Ok, donc les poids. Pour revenir au plat et à la musique, tu préférais écouter toute ta vie du Rihanna, être obligé d'écouter toute ta vie du Rihanna ou manger toute ta vie du risotto aux truffes? Non, je pense risotto à la truffe, au bout d'un moment, t'en peux plus, je crois que tu satures. Donc, ouais, j'écouterai Rihanna toute la journée. Ok, le dernier livre qui t'a plu de lire ou le dernier podcast qui t'a plu, je sais pas si tu lis beaucoup ou t'écoutes Ouais, plus de je podcasts. lis beaucoup. Alors ton Donc, dernier livre. je vais dire, c'est un auteur suisse qui s'appelle Joël Dicker, qui a sorti pas mal Trop bien, bah oui. Tu connais? Ouais, bah oui, très bien, ouais. Eh ben, le dernier que j'ai lu, c'est L'énigme de la chambre 622, il me semble. Et c'est juste. Qui parle un peu de sa vie d'ailleurs à lui, à Joël Dicker. On a l'impression que c'est, Bah, en tout il cas, ça parle se de lui, passe non? en Suisse et c'est sur l'histoire d'un meurtre, tout ça. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est incroyable. Vraiment, j'ai dévoré ce livre et j'étais trop deg de l'avoir fini. Il est incroyable ce Joël Dicker, ouais. Le truc que t'aimes bien faire chaque jour. Le petit truc que t'aimes bien faire chaque jour, qu'il faut absolument que tu le fasses chaque jour, le truc que t'aimes bien faire, quoi. Ah, c'est difficile ça. Je vais peut-être prendre 30 secondes pour répondre du coup. Euh, que j'aime bien faire. Ah, c'est difficile. Bah, je dirais que j'aime bien cuisiner. Tous les jours, je suis obligée de cuisiner. Après, il y a des fois où vraiment ça s'appelle faire à manger, hein, c'est vraiment histoire de se nourrir. Et des fois, c'est vraiment élaborer un petit plat et se faire plaisir, passer plus de temps en cuisine qu'après à table. Donc, je dirais ça. Par Ouais, rapport c'est un à moment tous les particulier que t'aimes bien. Ok. jours. Ce que tu aimes le plus à l'entraînement. Ce que j'aime le plus à l'entraînement. Quand j'arrive et que mon entraîneur va me dire bon aujourd'hui c'est une séance pas trop longue, pas trop difficile. Ça j'aime bien. Non, non, plus sans blague, qu'est-ce que je pourrais dire que j'aime à l'entraînement? Euh, J'aime bien quand on travaille de façon isolée, c'est-à-dire que les jambes ou que les bras. Euh, donc voilà, plus les bras si je devais choisir, mais
voilà, plutôt que de la nage complète, c'est-à-dire une nage normale, je préfère travailler. Faire du spécifique, quoi. Voilà. Ouais. Ton jeu de société préféré? Le loup-garou. Le loup-garou, très bien. Tu préfères te téléporter 10 ans ou 100 ans en avant? Ah, en avant. Ouais. 10 ans. 10 ans. Ouais. Presque fini. Si tu pouvais te dire quelque chose à toi au JO de Londres en 2012. Que je me suis impressionnée. Ok. Tu le dirais avant la course ou tu le dirais après la course? Bah, en fait, les deux, parce que là, quand je te dis ça, c'était avant. Enfin, quand je viens de te répondre, j'ai pensé à avant la course. Parce que on était à la chambre d'appel et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais j'ai même pas peur, quoi. J'ai même pas peur. Je suis en finale au jeu. Après, j'avais mes 3 autres copines à côté de relais et je pense que ça aide aussi. Pour ça, le côté relais, c'est un petit plus. Ça divise un peu la pression, donc c'est plutôt pas mal. Mais je te jure, je me suis dit, j'ai même pas peur, quoi. Je suis là et je vais kiffer. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ça m'arrive plus. Aujourd'hui, c'est forcément, t'as de la pression et t'as du stress, même des fois qui est bon, mais tu peux pas arriver comme ça. Et à cette époque, j'arrivais. Ouais, complètement. Bon, après, t'as tous les outils comme tu dis maintenant, Exactement. pour aller contre ça. Exactement. Enfin, une personne qui t'a entouré ou qui entoure des sportifs qui devraient venir sur le podcast. Alors, tu peux répéter? Pardon. Une personne qui t'a entouré ou qui entoure des sportifs que tu penses qu'il est intéressant d'avoir sur le podcast et d'interroger. Une personne qui m'a entourée ou qui... Ah, c'est difficile comme question. Bah, je dirais une très bonne amie à moi, Coralie Balny, qui était aussi dans le relais 4 fois 200 nages libres, qui a arrêté sa carrière en 2016 et qui maintenant est en Martinique. Elle s'occupe, sa reconversion, elle, c'était vraiment sur les fonds marins, l'importance de faire attention à la planète, l'écosystème, tout ça. Trop cool. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans ma carrière parce que elle a eu ce rôle un peu de grande sœur quand je suis arrivée en équipe de France, très réservée d'approche, mais quand tu la connais vraiment, c'est un amour et je suis toujours beaucoup en contact avec elle, on est très proches. Et je la vois beaucoup moins parce que maintenant elle est en Martinique et qu'elle a ses projets. Mais c'est quelqu'un qui a pris du temps dans sa reconversion, aller voir les jeunes, à transmettre son expérience et qui a eu un très très bon niveau, une très très bonne carrière. Donc voilà, je pourrais te le recommander elle si je devais choisir. Trop. Eh ben, à suivre. Merci beaucoup. Merci. Bravo aussi pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci Charlotte. Je pense que maintenant les auditrices et auditeurs en connaissent un peu plus sur la natation et sur toi. Et je pense que ça, c'est un discours en tout cas hyper inspirant parce que tu as vécu plein de choses. Ouais. Et ben, je suivrai avec attention. Donc là, il y a la prochaine étape, c'est Calif et puis Tokyo. Ouais, c'est ça. Quelques meetings s'ils sont pas annulés, donc on espère qu'ils sont maintenus. Et championnat de France qualificatif au mois de juin et ensuite Jeux Olympiques fin juillet début août. On croise les doigts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Charlotte, à bientôt. Merci. Cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. J'aurai d'autres, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, @LCDS comme la clé du succès, lcds.podcast.sport. Et mon compte perso, @bronchard_Mikhailov. Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify. Enfin, je remercie beaucoup Marine Ferry et Félix Fatalo qui m'aident beaucoup depuis peu sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté chez tout le monde. Allez, je vous dis au prochain épisode, à plus.